Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici. Nous, on est depuis Y Park, depuis nos bureaux à Y Park. Donc, très heureux de partager avec vous un petit peu notre expérience et notre vision. Euh, Peut-être une petite information pratique pour commencer. Donc, pour ceux qui souhaitent poser des questions, les questions, ce sera à la fin, mais vous pouvez les poser en temps réel sur le chat et on essaiera d'y répondre après ma présentation. Voilà, donc peut-être pour commencer, j'aimerais vous expliquer un peu comment je suis finalement tombé amoureux d'énergie solaire, mais aussi comment finalement ce combat pour la protection de l'environnement a commencé pour moi. Cette photo que vous voyez là, elle a été prise en Islande lors une de mes premières expéditions en Islande, au sud de l'Islande. C'est un glacier, petit glacier quand même, hein, 300-400 mètres d'épaisseur de glace. Donc on s'arrête à côté de ce glacier, on va bivouac à côté de ce glacier. Et puis on va même aller casser un peu de la glace pour notre Coca-Cola. Donc ça va être un moment assez incroyable parce que c'est vraiment un glacier qui est vraiment, il est proche, il est à 100 mètres de la route. C'est vraiment assez impressionnant de voir toute cette glace. Et 11 ans plus tard, donc là on est en 1993, et 11 ans plus tard, en 2004, je me rends à nouveau en Islande, je veux retourner sur place, revoir ce glacier. Là, ça va prendre à peu près 2 heures pour retrouver l'endroit. Tout a changé, tout est différent. Et lorsqu'on arrive sur place, eh ben, vous voyez ce qui reste du glacier. Là, on est en 2004, donc il a perdu par endroits 300-400 mètres d'épaisseur de glace. Il a reculé de 3 km, il y a un lac. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous prenez conscience que les changements climatiques, eh ben, c'est une réalité. Ce n'est pas juste des articles qu'on peut lire dans les journaux ou des scientifiques un peu fous qui racontent des histoires. Il est en train de se passer quelque chose. On est en train d'impacter le climat de notre planète. Et on ne fait pas grand-chose pour ça. En tout cas, à cette époque, il n'y a pas vraiment une prise de conscience. Il y a un certain nombre d'écologistes qui s'engagent, mais qui sont plutôt des écologistes philosophiques qui parlent beaucoup des problèmes. Et nous, notre idée, c'était très vite de se dire, mais il faut essayer de montrer les solutions et il faut parler des solutions. Donc, la première chose que je vais faire avec mon frère, on va créer une société d'hébergement Internet qui s'appelle Horus Networks et on va être les premiers hébergeurs solaires au monde. Donc, on va faire fonctionner nos serveurs informatiques grâce à des panneaux solaires. La première centrale qu'on a fait, c'était en 2004 sur le toit de la maison de nos parents à Neuchâtel. On en a ensuite fait une deuxième ici à Yverdon sur le toit des locaux où on est actuellement à Y Park pour vraiment alimenter l'ensemble de l'énergie qu'on utilise pour nos serveurs informatiques, pour les mails de nos clients, pour des sites web, pour que tout ça fonctionne grâce uniquement à l'énergie solaire. Une autre expérience, c'est en 2002 à l'exposition nationale suisse, hein, Expo 02, où par hasard, je vais naviguer sur un bateau solaire. Des bateaux qui permettaient de rejoindre le monolithe de Jean Nouvel qui se trouvait sur le lac de Morat. C'était des bateaux solaires, construits tout près d'ici d'ailleurs, chez MV Line à Yverdon. Et puis ça va être aussi à ce moment-là pour moi une expérience complètement improbable de voir qu'un bateau solaire, bien sûr, il ne consomme pas de carburant, mais surtout, c'est extrêmement confortable. On glisse sur l'eau sans bruit, sans odeur et sans émettre le moindre gaz à effet de serre. Et ça va être une expérience pour moi assez particulière et assez extraordinaire. On revient un petit peu en arrière aussi pour comprendre ce qu'on réalise depuis finalement très longtemps grâce à l'électricité. On pense toujours que finalement, les énergies renouvelables, l'électricité, c'est moins efficace que le pétrole, que l'essence. Bon, en fait, c'est un peu faux. Si on revient un peu en arrière, ce véhicule qui s'appelle la Jamais Contente, c'est le premier véhicule de l'histoire qui passe le mur des 100 km/h. Donc, dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais passé cette vitesse. Il y a d'ailleurs des médecins qui, à l'époque, pensaient que c'était dangereux pour la santé. Et la première fois qu'on passe, hein, on est là maintenant, c'est au 19e siècle qu'on a réussi cet exploit. C'est un ingénieur belge, mais qui vit en France. Et on va passer ce mur des 100 km/h avec cette voiture qui s'appelle la Jamais Contente. Et ce n'est pas une voiture qui fonctionne à l'essence, c'est un véhicule qui fonctionne avec de l'électricité, véhicule électrique. Encore
finalement, peut-être, on a d'ailleurs tendance à l'oublier. On pense toujours qu'on était sur la Lune, que des hommes se sont posés sur la Lune, ont marché sur la Lune. Oui, mais on a aussi roulé sur la Lune. Imaginez, hein, on a les 3 dernières missions, des missions Apollo, 15, 16 et 17, ils ont réussi à amener une voiture et des hommes se sont déplacés, ont conduit sur une planète que la Terre. Eh ben, ce n'étaient pas des voitures qui fonctionnent à l'essence. Hein. Impossible de faire fonctionner une voiture thermique sur la Lune. Il n'y a pas d'oxygène. Les différences thermiques sont telles qu'elles ne fonctionneraient pas. C'est des véhicules électriques avec des batteries. Donc, on voit que ça fait très longtemps qu'on réalise des aventures complètement incroyables, des choses extraordinaires grâce à l'électricité. Voilà, donc ce tour du monde, hein, ce premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire, on réalisé avec un bateau, avec ce bateau solaire, Planète Solar, qui était vraiment voilà, un bateau incroyable, une aventure incroyable. Et j'ai un peu envie de vous expliquer voilà, pourquoi finalement il faut, et j'essaye de promouvoir l'énergie solaire et j'essaye de m'engager pour la protection du climat, ce qui est pour moi le combat le plus important. Donc, si on revient un tout petit peu en arrière, si on essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, hein, c'est un peu un état des lieux de la planète, et ben on voit que depuis 1950, qu'on appelle la période de la grande accélération, hein, ce qui démontrerait, et c'est devenu quasiment une certitude aujourd'hui, qu'on est rentré à partir de 1950 dans l'ère de l'Anthropocène, une nouvelle ère géologique, c'est-à-dire une ère où finalement une espèce vivante, en l'occurrence un mammifère, Homo sapiens, nous, eh ben on est capable de modifier le climat de notre planète. Et à partir de 1950, tout s'accélère. Vous voyez, sur ces indicateurs, on est sur des pentes qui sont quasiment verticales. Avec des choses positives quand même. Hein, si on voit par exemple le PIB mondial, ça c'est des choses qui sont plutôt positifs. Le tourisme par exemple, hein, ce qui nous permet de voyager. Vous voyez qu'avant 1950, ça n'existe quasiment pas. Et puis là, on est sur des courbes qui sont verticales, mais il y a aussi un certain nombre d'effets hein, finalement dans cette accélération de notre espèce. C'est l'augmentation des catastrophes climatiques naturelles, la perte de forêts tropicales, l'augmentation du CO2, la perte de biodiversité. Hein. C'est là, regardez la courbe, elle se trouve en bas à gauche. La courbe aujourd'hui, elle est verticale. C'est vraiment impressionnant, l'utilisation de l'eau, l'exploitation des ressources halieutiques, l'augmentation de la population. Donc tout ça, ce sont des effets qui sont extrêmement importants sur notre environnement. L'augmentation, c'est vraiment lié à quelque chose, on le voit, hein, cette accélération elle est surtout liée non pas forcément aux questions industrielles, à la révolution industrielle, mais plus quasiment à la révolution énergétique. Et on voit qu'à partir de 1950, on va consommer de plus en plus d'énergie, principalement, hein, si on regarde ces coûts, principalement, elles sont d'origine fossile, 80% du temps à peu près, le charbon, le pétrole et le gaz. Là, ça, c'est l'augmentation, enfin, c'est un peu grâce à la glaciologie, hein, grâce au CO2 qui est emprisonné dans les glaçons antarctiques, on sait à peu près,
on peut remonter 800 000 ans en arrière pour voir un peu comment a évolué finalement ce CO2 dans l'atmosphère. Et on voit qu'il a peu varié entre 300 ppm et à peu près 170 ppm. Homo sapiens, on apparaît à peu près à 200 000 ans. Et donc, on voit qu'on était stable avec des variations entre 150, 170 et maximum 270 ppm. Ben, aujourd'hui, on a dépassé les 400 ppm. Donc, on est finalement, nous vivons dans une situation que Homo sapiens n'a jamais vécu ces 200 000 dernières années. On a dépassé ces 400 ppm de CO2, de dioxyde de carbone, et c'est ça qui finalement met aujourd'hui en péril le climat de notre planète, principalement. Il y a une autre constatation qui m'a marqué, c'est la prédiction du Club de Rome, qui a été réalisée par des scientifiques du MIT, donc université aux États-Unis. Et puis, cette simulation elle est extrêmement intéressante. C'est la limite de la croissance. Et il démontre que dans un système comme le nôtre, qui est basé sur des ressources non renouvelables, un système finalement avec une taille qui est définie, et ben, à un moment donné, avec l'augmentation de la croissance, on arrive à des limites physiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, ben, vous voyez que la prédiction finalement entre les années 70 et aujourd'hui, on a les traits tillés, c'est la prédiction, les traits continus, c'est ce qu'on a mesuré. On voit que globalement, la réalité suit la prédiction. Et on constate quoi? On constate qu'avec l'augmentation de la pollution, la diminution des ressources non renouvelables restantes, et ben, à un moment donné, la simulation là, c'est à peu près 2030, et ben, on va avoir une diminution de la population. Et dans un système comme le nôtre basé sur le capitalisme et la croissance, ça veut aussi dire un effondrement économique. Mais là, en fait, on a une chance. On a une chance, c'est que dans cette prédiction, ils ont oublié quelque chose, ils ont oublié les ressources renouvelables. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dans cette prédiction, ce n'est pas un marqueur qu'ils ont utilisé. Et ça veut dire que si on arrive à amener finalement des énergies renouvelables, c'est une forme de richesse qu'on va amener au système, et bien en fait, cette prédiction, elle va toujours se réaliser, mais dans un temps, finalement, dans une échelle de temps beaucoup plus lointaine. Et ça veut dire que faire la promotion des énergies renouvelables, bien sûr, c'est une des raisons, c'est la protection du climat, mais l'autre raison, c'est pour notre système économique, c'est pour permettre à notre monde de continuer encore un certain temps à fonctionner comme il le fait maintenant, en attendant qu'on trouve une solution à cette question de croissance. Et maintenant, pourquoi l'énergie solaire? Parce que vous me direz, ben, il y a d'autres types d'énergie renouvelable. Il y a le vent, il y a la géothermie, il y a l'hydroélectricité, il y a la biomasse. Et ben là, c'est pour regarder un peu le potentiel en termes d'énergie à disposition, de puissance d'énergie à disposition. Là, on parle vraiment de puissance, pas forcément d'énergie. Et ben, on voit que le vent, c'est entre 2 et 4 terawatts qu'on pourrait extraire sur Terre. Les océans et la marée, environ 2 terawatts. La géothermie, 12 terawatts. L'hydroélectricité, on voit qu'économiquement parlant, on peut encore faire 0,9 terawatts. La biomasse, 5 à 7 terawatts. Mais vous voyez, l'énergie solaire, donc théorique, c'est 1,2 fois 10 puissance 5 terawatts. Mais bien sûr, on ne peut pas couvrir la Terre de panneaux solaires. Mais pratique, c'est 600 terawatts. Alors qu'on voit, on a l'énergie gap pour 2100, c'est 33 terawatts qu'il faudrait réussir à produire en continu. Finalement, bien sûr, c'est énorme. Mais on a ce potentiel solaire qui est extraordinaire. 600 terawatts, donc vous voyez, c'est plus de 20 fois ce que l'humanité aurait besoin uniquement grâce à l'énergie solaire. Alors bien sûr, il ne faut pas faire que de l'énergie solaire. L'ensemble de ces énergies sont importantes, surtout pour des périodes comme en hiver, où on a un peu une période qui est un peu plus compliquée du point de vue solaire, surtout dans nos régions, où on est plus loin de l'équateur, c'est tout le problème de l'intersaison. Donc il faut utiliser l'ensemble de ces énergies renouvelables, mais l'énergie solaire, aujourd'hui, c'est l'énergie la plus disponible sur Terre, la moins chère et celle qui demande le moins de matières premières. Là, j'ai envie un petit peu de partager avec vous maintenant cette aventure autour du monde qu'on a fait avec Panel Solar, qu'on a réalisé entre 2010 et 2012. D'ailleurs, il y a 10 ans, jour pour jour, quasiment, on était là. Ça, c'est notre arrivée à Bora Bora. Et puis, j'ai envie de partager un petit peu quelques anecdotes de cette aventure, parce qu'on a vécu quand même des choses extrêmement intéressantes. Bien sûr, c'était une aventure incroyable, mais on a aussi vécu, en termes d'expérience, des choses assez surprenantes. À bord de ce bateau, on avait deux technologies. Technologie
on va dire, high-tech, les batteries, les systèmes solaires. On avait 60 km de câbles, on avait 12 ordinateurs qui faisaient fonctionner ce bateau. Ça, c'était tout ce qui était high-tech. On avait tout ce qui était plutôt low-tech, hein, technologie grand-papa, les toilettes, les douches, les systèmes mécaniques. Eh bien, imaginez que tous les systèmes high-tech, les batteries, les panneaux solaires, tout a fonctionné sans problème de Monaco jusqu'à Monaco. On a fait 60 000 km, une année et demie, et on n'a jamais eu aucun problème. Alors que les toilettes se sont bouchées, les douches ont arrêté de fonctionner, et on a eu un problème sur un système mécanique, c'est ce que vous voyez là, c'est l'image que vous voyez à l'écran, hein, sur le système de pas variable de nos hélices, qui fait qu'on tournait en rond. Hein. On n'avait plus qu'une hélice qui fonctionnait, on était au milieu du Pacifique, on était au large de Bora Bora, on dérivait, alors que tous les systèmes high-tech fonctionnaient, et que c'était un système mécanique qu'on trouve sur tous les navires depuis plus d'un siècle, qui ne fonctionnait pas et qui avait un problème. Donc, on voit que ces technologies, finalement, ben, elles sont extrêmement fiables. Et en tout cas, nous, on n'a eu aucun problème sur cette aventure autour du monde. Voilà, donc il a fallu bien sûr réparer. On a pu revenir prendre nos propres moyens à Bora Bora. Et puis, ça a été un des moments assez difficiles de ce projet. On est resté bloqué là-bas presque un mois avec les offices polynésiennes qui sont venus nous remonter le moral. Voilà, pour qu'on puisse patienter en attendant de réparer notre navire et notre système de propulsion. Là, on a aussi eu un certain nombre de visiteurs à bord de Planète Solaire, hein, des chefs d'État, des hommes politiques, des rois, mais on a eu aussi des animaux très sympas, hein, qui vraisemblablement, ce sont des otaries des Galapagos, qui appréciaient particulièrement notre navire solaire. Vous voyez peut-être la porte du navire qui est fermée parce qu'il a fallu qu'on la ferme. Un matin, on a eu une femelle qui est montée dans notre navire et qui était dans la cuisine de notre bateau solaire. Une autre expérience assez intéressante, c'est peut-être celle que je préfère. Il faut bien vous imaginer que lorsqu'on a lancé ce projet Planète Solaire, beaucoup de gens, surtout des marins, des architectes, des ingénieurs, nous disaient mais ça ne va jamais fonctionner, faire un tour du monde avec seulement 20 kilowatts hein, de puissance à disposition continue, ça veut dire à peu près 30 chevaux, avec un bateau qui fait 80 tonnes, ben, vous allez couler à la première tempête, vous n'allez jamais réussir. Et donc, imaginez-vous, on est en train de traverser le golfe de Bengale, c'est la dernière grande traversée qu'on réalise avec Planète Solaire. Après, on sera principalement sur la navigation côtière. On a passé une zone de tempête, on a passé 2 jours, voilà, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, assez difficile. C'est le matin du 3e jour, il fait grand beau, et on voit ce bateau de pêcheurs. On est à peu près 500 km des côtes du Sri Lanka, et ce bateau de pêcheurs qui est là, à la dérive, qui nous font des signes. Donc, on va monter à bord, on va prendre un peu de temps pour se comprendre. On ne parle pas tamoul, ils ne parlent pas anglais. Mais en fait, on comprend qu'ils sont en panne sèche. Donc, vous voyez, c'est nous avec notre bateau solaire, notre enclume, comme certains l'avaient appelé, qui est en train de porter assistance à un bateau qui fonctionne au fioul. Et là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que lorsqu'on est avec un véhicule qui fonctionne au fioul, comme notre société, aujourd'hui, à 80%, notre société vit sur les produits fossiles, charbon, pétrole, gaz. Et lorsqu'on n'a plus, eh bien, tout s'arrête et vous êtes à la dérive. Alors que lorsque vous fonctionnez avec aux énergies renouvelables, ben, nous, c'était le soleil, ben, il y a toujours un peu de soleil. Il suffit d'attendre pour qu'on puisse recharger nos batteries. Et on n'a jamais été en panne d'énergie. On a pu les aider, on a pu leur porter assistance. Alors, on n'avait pas, bien sûr, de pétrole, hein, c'était la grande déception. On a dû leur dire, voilà, on a un super navire, mais on n'a pas une goutte d'essence à bord, on a pu leur donner de l'eau, mais surtout on a pu appeler un autre bateau de pêcheurs qui est venu leur porter assistance. Et ça, c'était probablement le premier sauvetage avec un bateau solaire. Et là, en plus, en l'occurrence, d'un bateau qui fonctionne au fioul. C'est assez drôle. Voilà, donc ils étaient tellement contents qu'on puisse leur porter assistance qu'ils nous ont donné, ils ont voulu nous donner tout leur cargaison de poissons. On a dû leur dire, non, mais attendez, 2 barracudas, ce sera suffisant. Nous, on est 4 à bord. Hein. Eux, ils étaient 23 à bord de leur embarcation. Voilà, ensuite, on a dû embarquer des fusils au commando marine de l'armée française à bord. On avait 6 commandos marines pour pouvoir traverser le golfe d'Aden, qui était vraiment un passage assez délicat. Presque 2000 km entre finalement une zone du point de vue géopolitique assez complexe. Vous êtes entre le Yémen au nord et la Somalie au sud. Donc vraiment une zone assez compliquée, mais on a pu embarquer ces soldats. On a, et heureusement, pas eu besoin de faire usage de la force.
et on a croisé deux bateaux de pirates. Vous voyez là, c'est un bateau-mer qui nous a croisés, donc ils sont bien sûr, ils sont moins repérables qu'à l'époque, ils n'ont pas les drapeaux de pirates, ils se font passer pour des pêcheurs, ils s'approchent, les skiffs sont à l'avant et ensuite ils vous attaquent soit le matin, soit à la tombée de la nuit. Par surprise. Voilà, donc là, on a pu les repérer. Ils ont vu qu'on était prêts à se défendre, qu'on était armés et ils ont continué leur chemin. Et ça, heureusement, ça aurait été terrible sur un projet comme le nôtre où on essaie de faire de l'écologie expérimentale, d'amener un message optimiste, d'avoir à faire usage de la force. Quelque chose aussi d'extrêmement intéressant dans l'aventure Planète Solar, on a bien sûr ce bateau, c'était un bateau avec des technologies que tout le monde peut acquérir. On n'a jamais voulu prendre des technologies extrêmement onéreuses ou des panneaux solaires qui fonctionnent par exemple au gallium, qui ont des performances bien plus importantes, mais qui coûtent très cher et surtout que personne ne pourra acquérir, qui ne sont pas reproductibles, des technologies qui ne seraient pas reproductibles à grande échelle. Donc nous, on avait des technologies quasiment que vous achetez à la Migros. Et puis simplement qu'on les a implémentées sur ce navire pour en faire un navire électrique et solaire capable de faire un tour du monde. Mais il a quand même fallu développer un certain nombre d'outils. Et un des outils qu'on a dû développer, que vous voyez là sur cette photo, c'est un logiciel de routage solaire. C'est quoi un logiciel de routage solaire? C'est un logiciel qui, comme pour les voiliers, la route la plus rapide, ce n'est pas la route la plus courte du point de vue géographique. C'est celle où vous avez les conditions météo les plus favorables. Alors, dans le cas d'un bateau solaire, ça veut dire le vent favorable qui vous pousse, si possible, le moins de vagues, une mer la plus plate possible, avec des courants favorables, mais aussi avec un ensoleillement optimum. Et puis, il y a faire varier la vitesse, parce que, par exemple, si vous traversez une zone de nuages la nuit, ça n'a pas d'influence sur la production de vos panneaux solaires. Donc, c'est vraiment un logiciel qui est capable de chercher la route la plus rapide pour aller du point A au point B et celle qui consomme un minimum d'énergie. Et c'est aussi ce logiciel qui pouvait nous indiquer, voilà, pendant notre route, on faisait des simulations pour toujours garder suffisamment d'énergie à bord de nos batteries pour jamais nous retrouver en panne. On voit là à l'écran, on est au début de la nuit, c'est qu'on traversait le Pacifique et on a 89% d'énergie dans nos batteries. Elles sont quasiment totalement remplies. Vous voyez, il y a 846 kWh, donc on a voilà, l'équivalent de 1000 kWh à bord, qui reste faible, ce qui fait l'équivalent à peu près de 100 litres d'essence. Et ce logiciel, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est arrivé à Marseille, après notre tour du monde, on a pu présenter ce logiciel à une personne qui travaillait pour la CMA-CGM et qui nous a dit « Waouh, incroyable, un logiciel qui est capable de trouver la meilleure route pour les bateaux et la route qui consomme le moins d'énergie. Pour mes porte-containers, c'est la route qui va coûter le moins cher. » Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec un projet comme ce logiciel de routage qu'on a créé ici à Yverdon, avec l'école d'ingénieurs d'Yverdon, avec Météo France et cette société française Adrena, on n'a pas transformé les bateaux de transport, les porte-containers en bateaux solaires. Ça, de toute façon, ce ne serait pas possible. Mais on a augmenté leur efficacité énergétique en leur permettant de trouver des routes qui consomment moins d'énergie. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet, on continue de travailler sur ce logiciel avec Adrena, avec l'école d'ingénieurs d'Yverdon, pour les bateaux du futur, qui seront des bateaux hybrides, qui auront d'énergie solaire, qui auront peut-être des cerfs-volants, qui auront des voiles comme celui-là, qui va transporter Ariane 6 entre la France et la Guyane, qui auront peut-être un kite, de l'hydrogène, enfin voilà, des bateaux qui auront plusieurs types d'énergie à disposition et il faudra les router pour qu'ils consomment le plus vite possible en consommant le moins d'énergie possible et si possible le moins d'énergie fossile. Donc on voit vraiment que là, il y a vraiment un intérêt à continuer à travailler dans ce domaine-là. Et puis finalement, ça c'est un des héritages de l'aventure Planète Solar. Voilà, j'ai fait cette photo lorsqu'on était au milieu du Pacifique, entre les Galapagos et les Marquises. On était à peu près à 3000 km de la première Terre. Et puis là, il faut bien vous imaginer que c'est un moment assez incroyable. Parce que vous naviguez avec un véhicule solaire. La journée, vous rechargez vos batteries grâce à notre étoile, le Soleil. Et la nuit, vous avez vraiment la tête dans les étoiles. La Voie lactée, elle est extrêmement lumineuse. Vous avez une étoile filante qui vous passe sur la tête quasiment toutes les 30 secondes. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais ok, admettons qu'on réussisse cette aventure incroyable, qu'on arrive à rentrer à Monaco, tout ça uniquement grâce à l'énergie solaire. Bon, génial.
ce sera une belle démonstration, mais il faut continuer. Le combat n'est pas terminé, il faut continuer à promouvoir l'énergie solaire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ambitieux? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, finalement, ce n'était pas un rêve, c'était plutôt un fantasme, mais pourquoi pas tenter de s'approcher des étoiles, d'aller voir la courbure de la Terre, tout ça grâce à l'énergie solaire, refaire finalement, réaliser plutôt le rêve d'Icare. 4000 ans plus tard, ça pourrait être quelque chose de juste incroyable, et c'est notre nouvelle aventure, Solar Stratos, dont le but est de rejoindre la stratosphère, d'être les premiers à rejoindre la stratosphère, propulsés grâce à la force de notre étoile, le Soleil. A human dream, powered by solar energy, to the edge of space. On est les premiers à construire un avion solaire biplace capable d'emmener un homme dans la stratosphère. Et lorsque vous êtes les premiers, il faut tracer le chemin, il faut ouvrir les portes. Finalement, la difficulté, c'est de réunir tous ces besoins pour réussir un tel projet. Des besoins techniques, financiers, humains. Voilà, et donc finalement, pourquoi le meilleur moyen, et vous verrez que Icare avait raison, hein, son intuition était juste, finalement le meilleur moyen d'aller dans la haute atmosphère, c'est avec un avion solaire, c'est avec l'énergie solaire. Pourquoi? Si vous voulez faire de la haute altitude avec un avion qui fonctionne avec de l'essence, hein, donc avec un moteur thermique, bien sûr, il vous faut carburant, ça c'est l'essence, mais il vous faut un comburant, c'est l'oxygène, pour qu'il y ait une combustion. Donc, plus vous montez avec un avion qui fonctionne avec de l'essence, un moteur thermique, moins la pression partielle de l'oxygène est importante, et donc plus le rendement du moteur est mauvais. Plus on monte avec un avion qui fonctionne avec de l'essence, plus le rendement du moteur baisse. Alors qu'avec un avion électrique et solaire, le moteur électrique, lui, on l'a vu, hein, on a été sur la Lune, lui, le moteur électrique, il ne va pas être perturbé par le manque d'oxygène. Il n'a pas besoin d'oxygène. Et puis après, si on regarde l'énergie solaire, si on regarde l'énergie solaire, en fait, on profite de deux avantages. Premier avantage, c'est la température. Vous savez qu'un panneau solaire photovoltaïque, c'est un semi-conducteur, plus il est chaud et moins bien il fonctionne. On perd à peu près 3% par degré de rendement. Donc, on est à peu près à 30 degrés sur l'équateur, la température ambiante. C'était le cas avec notre bateau solaire. On avait des cellules solaires qui étaient à peu près à 70 degrés. Donc, ça veut dire que là, vous perdez 3% par degré. Donc, vous avez 50 degrés de plus. Donc, ça vous fait 15% finalement de rendement en moins. Par contre, lorsqu'on est dans la stratosphère, il fait moins 60 degrés. Quasiment 100 degrés de moins qu'à la surface de la Terre au niveau de l'équateur.
et ben ça vous fait quasiment un rendement donc voilà, de 30% plus. Donc plus on monte avec un panneau solaire, plus il fait froid et plus son rendement est important. Et puis, si on regarde en termes d'énergie, vous savez qu'aujourd'hui, sur l'équateur, en été, on a à peu près 1000 watts par mètre carré à midi, parce qu'il y a l'atmosphère, parce que le soleil traverse l'atmosphère. Par exemple, aujourd'hui, ici en Suisse, même s'il n'y avait aucun nuage, on ne pourrait pas avoir ces 1000 watts par mètre carré parce que le soleil n'est jamais au zénith, parce qu'il traverse une zone d'atmosphère, qui est plutôt l'hypoténuse, qui est encore plus important, qui est plus long que lorsqu'il se trouve au zénith et qui traverse l'atmosphère de manière perpendiculaire. Alors que dans la stratosphère, on a ces 1360 watts par mètre carré d'énergie solaire. Pourquoi? Parce que le soleil ne traverse pas l'atmosphère, il n'y a quasiment pas d'atmosphère. Et ça, on en profite à n'importe quelle heure. On a toujours cette constante solaire. Alors que sur Terre, des moments où c'est qu'on n'est pas à midi, il y a de moins en moins d'énergie. Donc finalement, plus on monte avec un avion solaire, et plus on va recevoir d'énergie. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on essaiera de démontrer que finalement, dans la haute atmosphère, est le meilleur moyen de s'approcher finalement de l'espace sur Terre, c'est avec un avion électrique et solaire. Bon, on a encore pas mal de choses à réaliser. Hein. On a réalisé maintenant à peu près une quarantaine de vols. On a volé à 2. On a pu sauter de cet avion. Donc, j'étais le premier à faire un saut depuis un avion électrique à une chute libre solaire. Donc, on progresse, mais pour l'instant, le plus haut qu'on a fait, c'est 2000 mètres. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de défis à résoudre. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on fait. C'est compliqué. C'est un défi. On est d'ailleurs les seuls à essayer d'emmener un homme dans la stratosphère à l'énergie solaire. Il faut par exemple développer une combinaison spatiale. Hein, on sera tellement haut que mon sang se mettrait à bouillir de manière instantanée. Ce serait la mort immédiate. Il faut des batteries qui vont devoir fonctionner à des températures extrêmes, les panneaux solaires, il faut être extrêmement léger. Plus on monte et puis plus finalement la vitesse de l'avion augmente pour maintenir sa capacité de vol aérodynamique. Donc ça pose des problèmes de flotteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais de passionnant. Et voilà, tous les jours, on essaie de travailler avec nos partenaires techniques, avec nos sponsors pour réussir cette aventure et pour pouvoir envoyer un message quand même optimiste, surtout aux jeunes d'aujourd'hui et de demain, leur montrer que dans le monde de demain, on pourra toujours faire des choses incroyables, mais grâce à l'électricité et grâce à l'énergie solaire. Voilà, donc la combinaison spatiale, qui a été développée par les Russes, qu'on a déjà testé. Elle est prête. Hein. Après, il faudra bien sûr pouvoir l'intégrer dans l'avion. Là, c'est un des tests qu'on a fait à la Cité des Étoiles à Moscou avec la combinaison spatiale pour voir comment on allait pouvoir l'intégrer dans l'avion. Avec cette aventure, avec Panel Solar, on a fait une super aventure. Et puis finalement, tout s'est un peu arrêté. Le bateau, il a continué sa vie avec une autre fondation. On a continué à mettre en avant l'énergie solaire avec notre fondation, mais voilà, on n'avait pas vraiment pu exploiter ce qu'on avait créé, la technologie qu'on avait créée avec nos partenaires. Avec Soastrato, c'est un peu différent. On espère pouvoir utiliser ce savoir-faire qu'on a créé avec nos partenaires pour pouvoir en faire quelque chose de commercial. Ça peut être des drones solaires de haute altitude, mais ça pourrait aussi être finalement de promouvoir l'aviation électrique, l'aviation de demain, qui doit être plus respectueuse de l'environnement, qui ne doit pas émettre de gaz à effet de serre, puis qui doit être aussi beaucoup plus silencieuse que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Bien sûr, ce genre de projet, c'est impossible à réussir sans des partenaires, sans en l'occurrence Yverdon les Bains qui nous soutient, les SEY qui nous soutiennent depuis le début de notre aventure. Voilà, ce genre d'aventure, c'est impossible à réussir sans des partenaires, sans des gens qui croient en nous, sans des gens qui nous soutiennent, aussi à titre personnel et privé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pour nous, d'extrêmement enrichissant, mais aussi d'extrêmement, je dirais, positif de voir que des entreprises privées, publiques aussi, et que des gens nous soutiennent pour réaliser ce genre de projet. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui avec cette pandémie mondiale, on est bien sûr face à de grandes difficultés climatiques, en termes de biodiversité. Voilà, on est 8 milliards bientôt sur cette planète, on doit réussir à nourrir, qu'il faut que tout le monde puisse avoir du travail, et tout le monde doit pouvoir gagner sa vie, vivre décemment, alors qu'on est en train de détruire le climat. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que des solutions, elles existent. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Pour l'instant, on a un système qui fonctionne très mal. Ça veut dire qu'on a finalement une marge de progression extrêmement importante, où en utilisant l'électricité, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, on va non seulement pouvoir
maintenir une certaine forme de croissance qui est importante pour que les sociétés puissent vivre correctement, mais en plus, on va pouvoir continuer de vivre comme on le fait en réfléchissant. Et bien sûr, il faudra réfléchir, prendre 10 fois l'avion dans l'année pour aller à l'autre bout du monde pour 3 jours, ce sera probablement plus possible, mais on pourra toujours voyager, on pourra toujours faire du tourisme, on pourra toujours se déplacer, avoir une voiture, mais on le fera avec des systèmes qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, qui utilisent des énergies renouvelables, l'électricité, et qui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on a finalement aujourd'hui. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, c'est bien sûr, on est face à des difficultés, mais on a aussi une chance extraordinaire d'être dans une période extraordinaire avec des opportunités extrêmement importantes de changer et de finalement participer à ce changement. Et les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, ça va marquer l'histoire de l'humanité pour très longtemps. Donc, c'est une chance et c'est une opportunité voilà, qu'on doit tous réaliser ensemble aujourd'hui. On est tous responsables de ce changement, pas seulement les hommes politiques, pas seulement les industriels, on est tous responsables de ce changement. Voilà, je vais voir s'il y a des questions maintenant. Je me reconnecte juste, excusez-moi. Voilà. Ok, donc je vois qu'il y a des questions. Donc la première question de M. Pierre-Michel Contrenéo. Avec quelle énergie les serveurs à énergie solaire fonctionnent-ils la nuit? Donc en fait, au départ, on avait des batteries, on avait branché nos serveurs sur des batteries, on produisait l'énergie avec nos panneaux solaires qui nous permettaient de fonctionner jour et nuit, y compris en hiver. Bon, très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne solution du point de vue environnemental, mais aussi techniquement, ça nous posait quelquefois des problèmes en hiver, il y a des périodes qui peuvent être un peu difficiles. Donc aujourd'hui, finalement, on calcule ce que consomment nos serveurs et on réinjecte dans le réseau électrique l'énergie qu'on consomme, que nos serveurs consomment. Le bateau solaire avançait-il à la vitesse que vous vouliez ou la vitesse est-elle soumise à des contraintes? Donc, en fin de compte, non. Le bateau qu'on a imaginé, la planète solaire, on imaginait un bateau qui devait à peu près naviguer aux alentours des 8 nœuds. Il se trouve que le bateau, finalement, a pris du poids. Il s'est alourdi. Et ça a eu des conséquences sur notre vitesse. On avait une vitesse, on va dire, moyenne d'à peu près 5 nœuds, entre 5 et 6 nœuds lorsqu'on a fait des grandes traversées comme le Pacifique. Alors, on ne s'arrête pas. Donc, on a traversé le Pacifique entre les Galapagos et les Marquises en 25 jours, ce qui était assez rapide pour faire un peu plus de 6 000 km, un peu plus de 3 000 milles. Par contre, c'est vrai que le bateau était un peu moins rapide que ce qu'on avait prévu lorsqu'il faisait beau. Par contre, on avait un bateau qui était extrêmement résistant et qui fonctionnait assez bien lorsque la météo était marginale. Donc, on a été un peu moins vite que prévu. Un bateau solaire, on était les premiers. Donc, c'est un peu comme quand vous faites une maison. Il aura fallu qu'on en fasse un deuxième ou un troisième. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des performances dans les batteries, par exemple, les panneaux solaires, on pourrait faire un bateau solaire qui puisse naviguer et faire un tour du monde avec une vitesse d'environ 8 à 10 nœuds, ce serait tout à fait possible. Donc, merci pour le compliment de Sonia qui dit que c'est top. Bartouille ne faudrait-il pas à présent massivement investir dans le stockage électrique afin d'assurer une alimentation solaire continue? Le stockage chimique lithium permet-il ce stockage massif par quartier urbain ou par ville? Alors, bien sûr, on devrait investir massivement déjà dans la production d'énergie solaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3%, donc on a encore une marge de progression avant d'avoir des problèmes de stockage. Maintenant, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage jour-nuit, on va dire, et le stockage intersaison. Et pour le stockage intersaison, donc là, on a des solutions qui existent déjà, qui sont déjà aujourd'hui disponibles. C'est l'hydraulique, nos barrages stockent à peu près 40 jours d'énergie. On peut faire tourner toute la Suisse avec notre consommation actuelle d'électricité grâce à nos barrages pendant 40 jours. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà un potentiel de stockage qui est assez important, mais c'est vrai que le futur, ce sera du stockage, des cycles courts. Mais par exemple, les voitures pourront nous aider. On aura des voitures électriques, on pourra utiliser les batteries de nos voitures avec des chargeurs qui seront capables de savoir quand l'utilisateur va. Voilà, on dira, moi, je repars à 17 h et avant qu'on parte, le réseau sera capable de manière intelligente à se connecter. J'ai besoin un peu d'électricité, je vais chercher dans ma voiture ou j'arrête de charger, je charge plus tard. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Mais je dirais aujourd'hui, on a un petit peu de temps dans le stockage. D'abord, augmentons notre part d'énergie renouvelable, solaire, éolien. Une fois qu'on arrive à ces 10%, qui va être une limite, où c'est qu'il faudra investir dans des solutions de stockage. Stéphane Thuillard, est-ce que les grands constructeurs comme Airbus ou Boeing, qui développent également des modèles électriques, ont pris contact avec vous pour des synergies éventuelles et profiter de vos développements?
Alors écoutez, non, on a aujourd'hui tant Airbus que Boeing nous ont pas contactés. Vous savez, en général, ces grands constructeurs, hein, ils sont convaincus qu'ils n'ont pas besoin de petites entreprises comme nous et ils font leur truc de leur côté. Ils dépensent beaucoup d'argent. Airbus, par exemple, avait fait un avion électrique, l'IFAN, qui n'a pas été un grand succès. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire quelque chose qui fonctionne moins bien que ce qu'on a réalisé. Maintenant, ils n'ont pas pris contact avec nous. Par contre, il y a d'autres entreprises, des petites entreprises qui ont pris contact avec nous. Et vous savez, le téléphone n'a pas été inventé par ceux qui faisaient le télégraphe, mais par des entreprises qui n'existaient pas. Et je pense qu'on est dans une situation où il y aura des changements. Et ce serait intéressant de voir effectivement qui va développer les avions du futur. Voilà, maintenant, c'est le futur qui répondra à ça. Alors, Philippe Gindrel, le responsable des SEY qui m'écrit, tu peux nous redonner, s'il te plaît, le planning pour atteindre la stratosphère. Ou alors là, c'est quelque chose dans la situation en plus dans laquelle on est aujourd'hui qui est, on va dire, un pronostic. Donc, l'objectif pour nous, la stratosphère, c'est dès l'année prochaine. Cette année, on est un petit peu bloqué. L'objectif, c'est de pouvoir faire ce vol de très haute altitude, probablement aux États-Unis. On a identifié une zone qui est assez propice à ces vols records. Hein. Pour des raisons de sécurité, on devra faire ces vols sur des zones qui ne sont pas habitées. Donc aujourd'hui, on espère pouvoir réaliser ce vol stratosphérique en 2023, l'année prochaine, les 10 000 mètres, et en 2023, la stratosphère, si tout va bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui est important, ce n'est pas qu'on va réussir, c'est le chemin. Hein. D'ailleurs, la stratosphère, c'est vraiment la finalité. On a un avion solaire électrique 10 places, il n'y en a que 2 dans le monde, l'autre actuellement ne vole pas. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire rêver les gens et ce n'est pas seulement la stratosphère, ça c'est vraiment la finalité. Alors, Pierre Michel qui nous pose une question, comment résolvez-vous les 4 problèmes suivants concernant la production d'énergie électrique solaire? L'intermittence, la non-pilotabilité, la production de CO2 induite par fabrication de batteries pour les voitures de stockage, la production basse tension au bout de chaîne qui génère une perte considérable avec un problème de distribution réseau. Alors, pour l'intermittence, bon, ben, ça, c'est quelque chose, on l'a vu sur notre navire. Hein, on maîtrise assez bien la prédiction en termes de production d'énergie solaire. Bien sûr, c'est une énergie qui est intermittente. On doit maintenant mettre en place des réseaux qui sont intelligents, des cycles courts. On doit penser dans notre consommation d'énergie de manière complètement différente. Et on devra gérer cette intermittence. Pour l'instant, je dirais, le problème n'est pas immédiat. On a 80%, si on regarde de manière globale, avec des énergies fossiles. En Suisse, on a quand même, pour l'instant, une bonne part qui est nucléaire, donc c'est du ruban, et on a de l'hydraulique. Lorsqu'on aura des parts plus importantes d'énergie renouvelable, effectivement, il faudrait être capable, vous dites la non-pilotabilité, ce sera de plus en plus possible, savoir que les grandes centrales solaires seront connectées, que finalement les distributeurs sont capables de gérer leurs différents systèmes de production. Les systèmes sont intelligents et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant d'ailleurs. Beaucoup de gens travaillent là-dessus aujourd'hui pour finalement imaginer ce monde de demain. Je pense que dès 2030, il faudra qu'on soit capable de gérer cette production qui sera vraiment plus en cycle court et qui sera intermittente. Donc, 3, la production de CO2 induite par fabrication de batteries pour l'éventuel stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui a un impact en termes de CO2. Si ce n'est qu'entre brûler du charbon, comme on le fait maintenant, et produire de l'énergie, des énergies renouvelables avec du solaire et le stocker dans des batteries, que ce soit lithium ou d'autres technologies, bah, c'est juste entre 30 et 100 fois moins impactant. Donc, on ne va jamais être à zéro. Dans un monde qui n'est pas totalement vertueux, on aura toujours un impact, mais ce sera entre 30 et 100 fois moins. Et donc, il faudra bien sûr qu'on s'améliore avec le temps, ce qui est le cas aujourd'hui avec les batteries. Il y a de moins en moins de lithium. Et finalement, les batteries sont de plus en plus efficaces du point de vue, bien sûr, économique, mais aussi en termes de CO2. Alors là, je suis moins un expert, production basse tension, bout de chaîne, qui génère une perte considérable en termes de production. Enfin, en tout cas, si c'est au niveau solaire, on est sur quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Et puis, la basse tension, c'est relativement court. Hein, c'est entre les panneaux solaires et les onduleurs et les MPPT. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir très, très bien compris la question. Et je ne suis pas un spécialiste. Hein, moi, je ne suis pas un ingénieur en électricité. Voilà, merci Philippe pour tes compliments. Patrick, est-ce que selon vous, l'éolien est un bon pari en Suisse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le solaire, ça va nous permettre de produire de l'énergie de manière importante, bon marché, mais on a ces 2 mois, on a ce creux hivernal
qui est un vrai problème. Et si on veut le compenser qu'avec du solaire, on doit surdimensionner nos installations, ce qui n'est pas la bonne solution. Donc, l'éolien, c'est quelque chose qui est important, justement pour ce creux hivernal, décembre, janvier, qui nous, voilà, sans l'éolien, qu'avec le solaire, ça va être très compliqué. Il faudrait d'autres sources, peut-être la géothermie, la biomasse. Mais je pense que l'éolien, alors fait de manière intelligente, il faut bien sûr que ce soit mis à des endroits où l'impact visuel est le moins important possible et où on a des éoliennes qui sont le plus efficaces possible. Mais non, je pense que c'est important de pouvoir aussi mettre des éoliennes chez nous en Suisse, et pas seulement à l'extérieur de la Suisse, là où on pense que c'est moins important et moins grave en termes d'impact sur le paysage. Voilà, alors on m'a dit qu'il ne me restait plus qu'une minute. Dans votre avion d'énergie solaire générée pendant qu'il y a des vols stratosphériques. Franchement, c'est la dernière question auquel je vais répondre de Stéphane. Donc, en fait, on respecte des règles de la Fédération aéronautique internationale. Donc, on doit décoller avec, finalement, avant le vol, on doit décharger complètement les batteries. On charge les batteries de l'avion avec de l'énergie solaire, enfin complètement, on est à 10%. Et après, on fait le vol et on doit poser avec au moins l'énergie qu'on avait. Donc, le minimum, c'est 10%. Donc, ça garantit que finalement, toute l'énergie qu'on va consommer aurait été produite par les panneaux solaires de notre avion. Mais c'est possible qu'on décolle, bien sûr, on décolle avec les batteries pleines et c'est possible qu'on décolle avec les batteries qui ne seront pas totalement rechargées. Ça, on ne le sait pas encore, mais de toute façon, on va utiliser toute l'énergie qu'on a à disposition pour monter des batteries et du soleil. Et après, quand on redescend, de toute façon, on n'a plus besoin d'énergie et on peut recharger avec nos panneaux solaires les batteries. Voilà. Donc, ce qu'on espère, ce serait génial, c'est de poser avec les batteries pleines et que toute l'énergie qui nous a permis de rejoindre la stratosphère aurait été produite par nos panneaux solaires pendant le vol, mais ça, on n'est pas encore sûr d'y arriver. Voilà, donc je crois que, si j'ai bien compris, il faut qu'on s'arrête là. Moi, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Ici à Yverdon, il va y avoir une exposition Explorite sur Solar Stratos et sur Panel Solar avec le simulateur de l'avion, le simulateur du bateau. J'espère que la situation sanitaire nous permettra très vite d'organiser un événement, une conférence et un événement à Explorite où vous pourrez venir naviguer sur Panel Solar et voler dans le simulateur de Solar Stratos. Vous verrez, il y a des maquettes, ce sera vraiment super sympa. Voilà, donc j'espère qu'on puisse organiser ça très vite. Et encore merci à vous de nous soutenir. C'était très sympa de passer ce moment avec vous. Prenez soin de vous et à très vite.